il va avancer plus vite, parce que sa croyance va finir par déterminer sa réalité. C'est-à-dire qu'à la base, c'est une idée, mais cette idée, elle va se transformer en acte. Et toutes les suggestions qu'on amène à une personne sous hypnose consistent à l'aider, non pas forcément à créer des choses nouvelles, mais à enlever, à déblayer tout ce qui n'est pas elle. Si je prenais une métaphore, il y a une personne qui m'a offert un livre il n'y a pas très longtemps de Rodin, et je trouvais ça très très beau, un texte de Rodin où il explique comment il sculpte. Et je me disais, tiens, il y a une belle métaphore à faire avec l'hypnose. Je pense que l'hypnotiseur, en fait, comme un sculpteur, sans doute, qui voit un bloc de marbre, par exemple, et qui se dit, tiens, il y a une forme à l'intérieur. C'est pas évident, hein, quand on voit un bout de bois ou un bloc de marbre, de se dire, il y a une forme à l'intérieur. Et il doit se dire simplement, bah, j'y vais avec mon burin, avec mon ciseau à bois ou à pierre, etc. Puis je vais commencer à enlever, à déblayer la forme, à enlever tout ce qui est superflu, en fait. Puis progressivement, il y a une forme qui va apparaître. On va prendre un outil plus fin, puis on va enlever encore ce qui est superflu, tout le trop plein de matière, etc. Puis là, il y a des choses encore plus belles qui apparaissent, et puis encore un peu plus. Jusqu'au moment où on enlevait tout ce qui était superflu et que la forme apparaît vraiment. Ben, je pense que c'est une belle métaphore de l'hypnose. Les gens arrivent remplis de plein de trucs, plein d'idées reçues, plein de croyances, plein de peurs, beaucoup de peurs, c'est un des trucs qu'on voit le plus. Puis, à un moment donné, on retire une croyance, et puis c'est comment? Bah, c'est mieux, c'est plus léger, c'est plus simple comme ça. On l'enlève, on retire une autre, on l'enlève aussi, celle-là, puis celle-là, non, celle-là je la garde, d'accord, celle-là, non, on l'enlève. Puis on va enlever que ce qui est superflu, hein, évidemment. Vous imaginez quelle légèreté c'est d'avoir juste les croyances qu'il nous faudrait dans la vie? Et d'avoir même cette capacité à les changer quand on en a besoin. Dire, tiens, aujourd'hui j'ai envie de croire que ça va être une belle journée. Pas pourquoi. Il y a des gens qui se réveillent le matin comme ça, ils lisent leur horoscope, et puis c'est marqué par exemple... Poissons, il y a des poissons? Oui. Ouais, c'est bien en ce moment les poissons, ouais, c'est très bien. Il va vous arriver un truc surprenant ce soir les poissons. Bah tiens, viens. Tu veux venir? Oui. Comme tu avais levé la main tout à l'heure, ça tombe bien. D'accord. Je savais pas que tu étais poisson, hein, si c'est... Non, mais j'ai pas fait de rapport. Ascendant bélier, non? Pas du tout. Non, mince, mais il y a une chance sur 12, si ça tombe juste, c'est bluffant. Ah, je vais me reculer un petit peu. Ben, alors, c'est-à-dire que c'est des problèmes de caméra après, donc je suis obligé de rester toujours du même côté. Elle est bien, cette chaise, hein? Elle est hypnotique. Tu devrais avoir honte, en plus. Voilà. Ça y est. Tout va bien? Oh, super. Ah bah du coup, j'ai baissé aussi un petit peu. Il y a une manette quelque part. Oui, devant. Tu vas bien? Très bien. Tu t'appelles comment? Parce que Akima. Akima, d'accord. Tu es déjà rentré sous hypnose, Akima? Non. D'accord. Accroche-toi. Il n'y a pas de truc pour s'accrocher, il n'y a pas de... Fais gaffe au rideau parce qu'il est un peu fragile. Mais bon, normalement, ça se passe plutôt... T'as vu, ça a l'air plutôt agréable. Oui, hein. Il y a juste un doigt qui bouge tout seul. Ton doigt, il bouge pas tout seul, le tien, non? Non. Ton inconscient, il n'est pas encore là? Je sais pas où il est, mais... Ah. Je crois que ton index, il a frémi. Ne me fais pas ce coup-là, on n'a pas commencé. Hein. Non, parce qu'il y a des personnes qui... tu sais, ça m'arrive assez régulièrement. Les gens qui prennent une séance d'hypnose, quelquefois, ça fait 1 heure dans le trajet qu'ils sont en train de se dire « je vais me faire hypnotiser, je vais me faire hypnotiser, je vais me faire hypnotiser ». Et donc, ils se mettent le truc comme ça. Et parfois, j'ouvre la porte, ils sont comme ça dans la salle d'attente. Bon, on les réveille, hein, mais... Une fois, je me suis assis comme ça à côté d'un type qui était dans la salle d'attente. Et donc, t'es là comme ça, puis je commence à lui dire, ben, il ne savait pas que c'était moi, donc je dis, ben, vous faites quoi, vous? Il me dit, je viens pour une séance d'hypnose. Je dis, ah ben, moi aussi. Pas du même côté, mais ça, je n'ai pas dit. Et vous venez pourquoi? Ben, c'est parce que j'ai une phobie. Ah. Et puis on commence à parler comme ça, puis à un moment donné, en parlant, ben, c'est une compulsion pour les hypnotiseurs. Hein. C'est difficile de ne pas mettre quelqu'un sous hypnose à un moment donné. On parle à quelqu'un, on se dit, tiens, il y a une faille là, puis il y a une faille là, puis il y a une faille là. Ah trop tard. Et donc, en plus, quand les gens savent que ça va commencer, souvent, ils se tendent un petit peu, enfin, ils résistent un petit peu. Mais quand ils ne savent pas, alors lui, il ne savait pas que j'allais lui faire la séance d'hypnose, donc on était dans la salle d'attente, il était protégé, ça allait. Et donc, je lui pose des questions, puis à un moment donné, il a les yeux comme ça, je sais pas, il est bizarre, je me sens bizarre. Je dis, ah bah, c'est parce que vous allez faire une séance d'hypnose, ça. Puis il me dit, ah, vous croyez? Ah oui. Puis 2 minutes après... Et puis on commence à parler, comme ça, je lui avais raconté que j'avais lu un livre sur l'hypnose et puis qu'on pouvait tester un petit peu. Puis il était content parce qu'il m'a dit, bah ouais, comme ça me rassure un peu, comme j'ai jamais fait.
Il a dû se dire, bon, il a juste lu un bouquin, il ne doit pas être dangereux, au pire, ça ne marchera pas. Puis on commence à faire le truc, puis à la fin de la séance, je le réveille. Il dit, ah, ça avait l'air bien, comme ça, ah oui. Il n'est pas venu pour me chercher, là Non, ben non, mais... Et puis bon, à un moment donné, quand même, je dis, ça fera tant. Ah oui, parce que c'est une blague, en fait, non, c'était pas une blague. Et là, il comprend, il se dit, mince, c'était la séance d'hypnose. Et tout d'un coup, c'est très étonnant, parce que la phrase qu'il m'a dit, c'est « J'étais vraiment sous hypnose, là ?» Alors qu'on venait de vérifier que sa phobie n'était plus là. Hein. C'est facile, une phobie, parce que vous dites « Tiens, imagine qu'il y a une araignée à côté de toi. » Puis personne dit « Puis à la fin, en fait, « Imagine qu'il y a une araignée à côté de toi. » Où ça? Un peu d'araignée, ici. Donc ça donne... L'émotion sur une phobie, hein, elle se voit assez vite. Alors c'est étonnant parce que les gens parfois se disent mais est-ce que j'étais sous hypnose ou pas? Alors c'est pour ça que c'est bien les petits phénomènes comme un doigt qui bouge tout seul, parce que là on se dit, à la limite même on peut se dire je sais pas si c'est de l'hypnose mais c'est bizarre. Ça pose au moins un peu le contexte. Alors, tu me disais quoi tout à l'heure exactement? Ça va là? Oui. Oui, d'accord. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Oui. J'ai rebondi sur une phrase que tu disais qu'avec l'hypnose on pouvait écrire son histoire. C'est ça, hein? Et donc, l'idée, c'est effectivement, j'ai des blocages qui m'empêchent d'écrire ma propre histoire. Oui. Tu sais déjà ce que tu as envie d'écrire? Plein de choses. Je te pose la question parce que tu sais, parfois, par rapport à ce que tu dis, hein, pour être sûr de comprendre ce que tu dis, quelquefois on se dit, je sais ce que je veux, mais je n'ose pas ou j'y arrive pas. Puis parfois on se dit simplement, mais je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Ce qui n'est pas le même travail quelque part. Effectivement, oui. Ça peut être des deux, hein, je sais pas. D'accord. Ouais, je pense que c'est l'un des deux, effectivement. Je ne suis pas certaine que ce soit l'un ou l'autre, mais je pense qu'effectivement, ça reste des deux. D'accord, d'accord. Et à ton avis, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, avec cette idée de l'hypnose, avec cette idée de ce qu'on va faire là, il peut se passer quelque chose qui peut transformer peut-être ça, qui peut t'aider à écrire la suite de l'histoire? Il y a un autre mot qui m'a interpellée, c'est donner du mouvement. Oui. Et comme moi je me sens bloquée, c'est le mouvement qui va me permettre d'avancer. Ok, c'est une belle idée, c'est une belle métaphore. Voilà. Le mouvement, ça va un peu dans ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que souvent, il peut y avoir des choses figées, il peut y avoir des choses trop ancrées, et que c'est pas naturel quelque part. Le mouvement est plus naturel que l'inverse, que l'absence de mouvement. Donc c'est souvent en effet recréer du mouvement, oui, tout à fait. Alors, il pourrait y avoir plein de choses avec ce que tu dis là, parce que si cette métaphore te plaisait, on pourrait presque faire de l'écriture automatique même. Ça pourrait être intéressant. L'écriture automatique, vous savez, c'est quand l'inconscient écrit. J'aime bien faire ça en ce moment, j'en fais beaucoup avec les personnes que je vois en hypnose en ce moment. Il y a des périodes hein, comme ça. C'est toujours étonnant de voir qu'est-ce que les gens lisent quand ils se réveillent. Parce qu'ils écrivent, leur main elle écrit toute seule comme ça, et puis je leur pose des questions, puis ça écrit. Il y en a qui écrivent des romans, hein, qui écrivent 10 pages comme ça, 15 pages, ça va écrire très vite parfois. Puis d'autres qui écrivent un mot. Voilà. Souvent ils n'ont pas conscience de ce qu'ils écrivent, et puis quand ils rouvrent les yeux, ils lisent. Et là, parfois, il y a des chocs. C'est des personnes qui vont avoir une idée très précise et leur inconscient une autre. Et là, quand ils lisent le truc, c'est « mon inconscient me dit ça ». Mais c'est eux, hein, toujours. Alors très souvent, c'est une manière de se dire à soi des choses qu'on n'oserait pas toujours se dire ou qu'on ne prendrait pas toujours le temps de se dire. Ça ne sort pas de nulle part non plus, c'est déjà là. Et donc, imaginons, s'il se passe ça, donc s'il y a du mouvement, s'il y a cette capacité à écrire, est-ce que toi, tu vas le sentir tout de suite? Comme je me sens bloquée aujourd'hui, sûrement. D'accord. Quand tu dis que tu te sens bloqué, c'est presque physique ou c'est... oui, c'est même physique. D'accord. C'est même, je veux dire, même musculaire, même... ou est-ce que c'est plus du ressenti? C'est la respiration. Je sens que j'ai une respiration plus coupée, moins fluide. Ça fait longtemps que j'ai ce sentiment de... Alors, j'en ai conscience depuis pas longtemps, mais sûrement. D'accord. Je vais te faire imaginer quelque chose. Si on est parti déjà sur l'imagination tout à l'heure, tu vas imaginer que là, dans ma main, il y a un objet. D'accord? Un objet qui serait vraiment très important et très précieux pour toi. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce qui te vient en premier? Qu'est-ce qui me vient en premier? J'ai pas d'idée là comme ça qui me vient tout de suite. D'accord. S'il devait y avoir vraiment une image de quelque chose qui a du sens pour toi, qui fait partie aujourd'hui de ce que tu recherches, etc. Un symbole. L'amour peut-être, oui. Alors imagine un symbole de ce que c'est pour toi l'amour.
Qu'est-ce que ça te fait quand tu le vois? J'ai pas trouvé le symbole encore, mais... Je disais parce qu'il y avait déjà une émotion qui montait. Bon, alors ça m'a échappé. Enfin, l'union, quelque chose d'une union, ouais, d'une union. Imagine quelque chose qui ressemble, qui représente ça. Comme s'il y avait un objet, une image, un mot peut-être, je sais pas. Garde-le pour toi à la limite. Hein. Dis-moi juste quand tu as quelque chose qui pour toi représente vraiment ça. J'ai du mal à mettre une image. Si tu voyais juste le mot écrit, ça serait comment? Ouais, ça je le vois écrit, ça y est. Ça tu le vois écrit? Ouais. Ok. Imagine que ce mot, il est juste devant toi. Et on va faire une petite expérience qui va être assez simple. Tu as déjà fait de l'hypnose ou pas? Non. Non. Tu imagines ça comment, toi, l'état d'hypnose, après ce que tu as vu, tu en penses quoi? Bah, ça a l'air d'être agréable, mais enfin, c'est surprenant de voir qu'on contrôle rien, en fait. On contrôle toujours un petit peu. Hein. S'il y avait eu une urgence, il serait levé tout à l'heure. Oui, je me doute, mais c'est effectivement de voir... je pense. Tout seul, n'est-ce pas, inconscient? On est devenus amis avec son inconscient, donc on se parle comme ça. Ça pourrait être amusant d'avoir des gens en permanence sous hypnose. Je dis ça en même temps. Si là, en fait, vu toi, tu sais pas ce que c'est l'état d'hypnose, et puis c'est forcément une image un petit peu vague, tant qu'on l'a pas vécu, si tu devais avoir une idée de par quoi ça commencerait, quelle serait la toute première étape, le premier truc qui te ferait dire, là, je suis pas tout à fait dans mon état normal déjà. Ah bah là, j'ai eu une montée de chaleur, enfin, j'ai... Ouais. Imagine que ça parte de là, vers quoi ça irait? Vers quoi ça irait? Ouais. Si je prends ta main comme ça, ouais. Juste comme ça, hein, est-ce qu'elle tient toute seule? Bah oui. Non, c'est juste pour tester. D'accord. Ouais, là, normalement, ça pèse un certain poids. Hein, je dis ça, c'est intéressant. Enfin, à peu près, surtout que la montre. L'autre, elle est plus légère, quelque part. Ah bon? Bah, enfin, j'imagine. À moins que tu sois beaucoup plus musclé d'un côté que de l'autre, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Tu es droitière ou gauchère? Droitière. Droitière, oui. Et tu es poisson? C'est ça. Je peux te faire un truc, on sait que c'est débile, hein, mais je vais le faire quand même, je trouve ça drôle. Parce que j'aime bien l'art de la suggestion, tu sais, c'est plein de choses comme ça. Tu lis ton horoscope, toi, par exemple, quelquefois? Non. Mais c'est agréable en même temps. Il paraît que tous les gens le lisent ou quasiment, que c'est le truc le plus lu dans les journaux et tout ça. Et je me dis, sans doute que ça doit attirer les gens parce que ça parle d'eux. Imaginons, tu vois, que je te dis vraiment on sait que c'est débile, hein, mais je te le dis très sérieusement. Pour ceux qui ne voient pas, il faut prendre un air qui va avec. Il faut prendre un air mystérieux de... Et là, il faut en général avoir une petite surprise. L'air profond et grave. Mais en même temps, ça crée un truc, hein, quand même quand on le sait. C'est stressant. Il se passe quelque chose d'important en ce moment dans ta vie. Ouais. Plus vague, on peut pas, mais ça marche quand même. C'est ça le pire, c'est qu'on se sent toujours concerné par quelque chose comme ça. Il y a des questions que tu te poses, des questions que tu t'es posées depuis longtemps, quelquefois, mais qui reviennent d'une autre façon aujourd'hui. Et on sent qu'il y a comme un chemin. Il y a comme un chemin, mais il y a plusieurs embranchements dans ce chemin. Chacun t'amenant dans une direction très différente des autres. Je suis perdue là. Oui, mais c'est normal, c'est un chemin qui est pour l'instant en train de se... Et il va se passer un truc. Il va se passer un truc, c'est que Je vais expliquer pourquoi on peut jouer avec ça tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est vraiment l'idée que, quoi qu'il se passe là, la seule chose qui est importante, c'est vraiment que tu puisses en profiter complètement. Tu vas juste fermer les yeux.
Et tu vas imaginer quelque chose. Tu vas imaginer que tout ton corps, que ce soit les épaules, le visage, le cou, la nuque, tout ton corps, tu vas imaginer qu'il est un peu plus distant. En fait, c'est un peu comme si tu étais toujours sur cette chaise de tout à l'heure, là où tu as laissé ton carnet avec ton stylo. J'aimerais que tu imagines que tu es sur cette chaise et tu as regardé tout à l'heure quelqu'un qui était sur le tabouret. Tu te rappelles à peu près de la vue que tu avais, des éléments qui étaient présents. Tu peux te souvenir de la luminosité peut-être, peut-être du visage de quelqu'un d'autre dans la salle ou pas. D'autres éléments, tu as laissé une bouteille d'eau par terre, tu as laissé ton sac aussi, un deuxième sac. Et tu peux savoir et imaginer que tout ça est très proche de toi, que tu as toujours ton stylo dans la main. Tu peux presque en ressentir à nouveau la matière, la texture. Il y a ce carnet aussi sur lequel tu as commencé à prendre quelques notes, pas tant que ça. J'aimerais que tu te rappelles même de la sensation des mots qui s'écrivent sur le carnet. Je ne sais pas pourquoi, quelquefois, tu sais, quand on prend des notes, il y a un mot en particulier qui nous parle, qui nous étonne, qui alimente notre imaginaire. Parfois, on est vraiment attentif à ça et ce mot-là, il nous entraîne très très loin. Les mots, c'est comme une histoire, c'est comme un film, c'est comme un livre. Ça peut vraiment nous entraîner complètement dans notre imaginaire et quand on commence à rentrer sous hypnose, cette partie-là de nous, elle s'active. C'est agréable qu'elle s'active. Parce que c'est presque comme se mettre sur pause. Et puis mettre en route l'inconscient et juste signifier à son inconscient quelque chose comme emmène-moi quelque part. Comme si on demandait à notre inconscient de nous amener dans un endroit très important et très précis. Et à un moment donné, quand ton inconscient va commencer à être présent, vraiment présent, ta tête va pencher sur le côté, toute seule. Toi, tu pourras te dire, tiens, c'est un peu comme le type avec son doigt tout à l'heure, peut-être, ça bouge tout seul. Comme s'il y avait quelque chose qui permettait d'explorer, de rentrer dans l'expérience à ton rythme. Parfois, ça s'accélérera. Parfois, tu auras vraiment cette sensation que les images se succèdent plus rapidement, que les pensées se succèdent aussi, qu'il y a comme une confusion à l'intérieur, un rythme un peu trop rapide qui nous fait perdre pied pour ensuite poser, lâcher et ressentir. Ne plus entendre vraiment les mots, mais juste la musique des mots. Ne plus vraiment entendre ce qui est dit. Ou un mot de temps en temps comme une invitation à aller dans une direction et surtout sentir comment le corps réagit. Comme si les mots atteignaient directement cette partie plus profonde. Les couches les plus profondes du cerveau, celles qui créent les réflexes, celles qui font naître les émotions et les sensations, les ressentis. Il y a comme un endroit très vaste à l'intérieur. Celui qu'on appelle la créativité. Parfois, quand on rentre sous hypnose, c'est comme replonger dans une créativité qu'on peut avoir seulement en étant enfant. Et s'apercevoir qu'on peut très bien la retrouver, adulte après. C'est replonger dans une créativité très libre, sans aucun jugement, juste une ouverture totale. À des ressources, à un potentiel, à des idées, à des projets. Et depuis cet endroit-là, quelque chose peut commencer à se libérer. Si on reprend cette métaphore, c'est comme si en entrant dans cet endroit-là, tu mettais de côté tout ce qui était superflu, tout ce qui était trop présent parfois. Tu vas juste sentir que ma main sur ton épaule retient le corps pour qu'il reste à peu près stable comme ça. Elle invite simplement à retrouver un équilibre, tout en te laissant approfondir encore cette expérience. Je me demande maintenant comment ton inconscient peut explorer cette créativité et sentir tout ce qui pouvait l'encombrer, tout ce qui pouvait la gêner, tout ce qui aurait pu la retenir. Et à chaque phrase, à chaque pensée, c'est comme lâcher certaines choses, tout ce qui bloquait. Des émotions peuvent passer. La respiration peut changer. Le corps, dans un état différent, peut commencer à donner d'autres envies, à stimuler d'autres choses. Il y a cette idée, cette recherche, l'union, l'amour, tout ce que ça représente pour toi. Ton inconscient peut partir de là, de ces mots-là,
pour écrire quelque chose, pour dessiner un chemin, pour débloquer une situation, pour recréer du mouvement. Ce mouvement, ça va être peut-être une main qui se lève, la tête qui penche sur le côté. Ce mouvement, ça peut être comme si le corps était engagé dans quelque chose. Les bras et les mains vont commencer à se libérer, comme à rêver. Là encore, des mouvements différents, d'une autre fluidité. Les épaules, le cou, le visage. Le mouvement peut se recréer aussi dans tous les muscles du visage, comme quand on exprime une émotion. Ça va être comme sentir que le corps est attiré par cette expérience, pour ressentir ce mouvement dans les muscles, ressentir ce mouvement dans chaque partie du corps, dans les pieds, dans les mains, dans le visage. Sentir les émotions qui passent, qui traversent. Et à un moment donné, ça va être comme sentir qu'il y a quelque chose à saisir, à attraper, à prendre. Comme si cette idée tout à l'heure d'avoir quelque chose devant qui symbolise des mots, des idées, l'inconscient va vouloir se l'approprier. Et s'approprier tout ce que ça signifie, tout ce que ça permet. Et au moment où ça va commencer, il y aura un grand sourire. Une sensation presque parfaitement agréable. Elle va continuer à grandir, cette sensation-là. Pas trop vite, c'est bien de la retenir un peu. Pas trop vite pour vraiment la laisser s'épanouir à son rythme, à ton rythme. Cette sensation agréable peut tellement grandir à un moment donné. Certains disent que c'est comme une ivresse, d'autres comme une joie intense. Chacun peut avoir sa métaphore, sa façon de penser tout ça. Une émotion dans laquelle aucun blocage ne peut exister. Où tout est parfaitement libre. Où il y a presque cette urgence d'écrire, cette urgence d'avancer. Si là, il y avait un carnet avec un stylo imaginaire, les mots sortiraient tellement facilement. Si là, il y avait la capacité de bouger, de créer, ça se ferait tout de suite. Et quelque part, ça se fait déjà à l'intérieur, avant peut-être de s'exprimer d'une autre façon plus tard. Cette sensation grandit encore. Je me demande quelle dose de bien-être tu pourrais supporter au maximum. J'aimerais que ton inconscient te surprenne par rapport à ça. Tisse des émotions, un bout de l'une, un bout de l'autre. Crée une émotion très particulière, très propre à ce qui est en train de se passer maintenant et à ce que tu pourrais désirer dans ta vie là, après. Et puis, progressivement, cette émotion s'installe. Elle est comme un filtre qui te permet de regarder les choses différemment. Comme un mouvement intérieur, la respiration est différente, plus profonde. Les idées et les pensées s'ouvrent, les images bougent différemment. Les pensées ponctuent différemment aussi. Et à un moment donné, il y aura comme le besoin de sortir avec ça. D'être là avec ça, comme si ton inconscient laissait cette porte ouverte. Grande ouverte. J'aimerais que ton inconscient me dise s'il pense que ça peut être encore mieux. Si c'est le cas, la tête va être attirée plutôt vers l'arrière cette fois. Comme ça. Alors j'aimerais que ton inconscient se sente tout à fait libre. Totalement libre d'améliorer encore. De rajouter des choses, de transformer. De partir de toi pour aller dans des directions que tu ne connais pas encore. De te surprendre, de te faire plaisir. De t'étonner. Jusqu'à avoir une sensation de totale liberté à l'intérieur. Dis-moi, inconscient, est-ce que tu penses que tu pourras continuer tout ce travail pendant les jours qui suivent, pendant les nuits qui suivent? Comme si ce n'était qu'un début. Ok. Alors l'important, c'est que tu en profites consciemment. Peut-être que cette nuit, tu auras envie d'écrire quelque chose. Peut-être que ça sera demain matin au réveil. Peut-être que ces mots resteront des mots internes et symboliques. Peut-être aussi qu'ils deviendront des choses plus concrètes et plus précises. Mais j'aimerais que tu te retiennes d'écrire ce soir. Pas avant un premier sommeil au moins. Et j'aimerais que tu laisses vraiment cette séance comme infusée à l'intérieur. Et que tu te retiennes vraiment, même si l'envie est là d'écrire ce soir. Même si la main aurait presque toute seule envie de prendre un stylo et de laisser les mots sortir.
juste attendre au moins un premier sommeil cette nuit. Pour l'instant, je vais simplement te proposer de te rappeler de tes mains et de tes doigts, de ressentir le contact des mains sur le jean, de ressentir cette matière-là, ressentir le contact du tabouret aussi, l'entendre, parce qu'il grince un peu ce tabouret. Bah, j'ai envie de pleurer. C'est bizarre. Ah bah oui. Quand ça s'ouvre, hein, tu sais. Ouais, j'ai les larmes, hein. Désolée. Oh bah vas-y, j'ai pas prévu le Kleenex cette fois, je me suis dit tiens on va être gentil pour le premier, mais je pense qu'il y a des âmes secourables autour de toi. Merci beaucoup. Ça coule un peu mais t'embête pas, hein, c'est pas gênant. Oui. Je plaisante en plus, c'est pas vrai. Bonjour. Avec un bonjour, c'est pas mal. C'est étonnant, tout ça. Je peux raconter n'importe quoi, ça va te faire rire, c'est génial. Chaussures. C'est nerveux, non? Bah, d'une certaine façon, le L est toujours un peu nerveux. Oh. Physiquement, en tout cas. Mais ça peut être plein d'autres choses aussi à l'intérieur. Comment tu te sens, toi? Chaud. Ah oui? Oui, parce que ça chauffe aussi. C'est pas que lumineux, ça... Ça fait du bien de rire, hein? Oui, j'imagine. Ça faisait longtemps ton dernier fou rire? Je me rappelle pas. D'accord. Bon, en tout cas, ça avait l'air bien. Bah là, Bah, ça c'est que le début, hein. Oui. Alors, si tu te retrouves quelquefois à te réveiller en riant ou des choses comme ça... Non, mais c'est vrai. Je te raconte ça parce que c'est une anecdote qui m'était arrivée, je sais pas, ça doit faire 1 an ou 2. Il y a un type qui me rappelle, écoute, donc il avait eu un fou rire, ça arrive, hein, c'est en hypnose, au réveil, et puis il me dit, vous savez quoi, je me réveille à 4 h du matin et je ris. Alors, normalement, ça va pas jusque-là, mais pourquoi pas? Je dis, bah, c'est très bien. Il m'a dit, ouais, mais j'ai raconté ça à mon psychiatre, et il m'a dit que c'était pas normal. Je dis, bah, je sais pas. Avant, il pleurait, là, il riait. C'était plutôt pas mal. Et il m'avait envoyé une lettre 6 mois après en me disant, vous savez, maintenant, c'est le matin au réveil, mais je ris toujours le matin en commençant ma journée. Je trouvais ça génial. Vous imaginez se réveiller le matin avec un fou rire comme ça, le réveil sonne. Il pleut dehors. Je vais prendre le métro. Ça pourrait être génial. Et je me dis, mais pourquoi pas en fait? Ou avant de dormir. Avant de dormir, ça peut être pas mal aussi. Mais surtout, n'écris pas avant de dormir. Hein. Tu te rappelles de ça, hein? D'accord, ça c'est important. Il n'y a pas que moi qui pleure, hein. Bah, tu sais, c'est beau en même temps. C'est génial. Enfin, en plus, là, tu partages une très belle émotion. C'est fort. Tiens-moi au courant aussi. C'est peut-être pas le moment pour en parler tout de suite de ce qui s'est passé, mais tiens-moi au courant si tu as envie de revenir à un moment donné puis parler de ce qui s'est passé pour toi, de ce que tu as vécu. Ça avec grand plaisir. Très bien, merci beaucoup. Bonne exploration. Merci. Et n'écris pas tout de suite, hein. Bon, là aussi, juste pour revenir sur 2-3 petits détails de cette séance, vous avez remarqué, juste avant qu'elle ferme les yeux, je racontais n'importe quoi. L'idée, quand on sent qu'une personne va pouvoir être au début, pas toi maintenant, mais celle de tout à l'heure, hein, qui n'existe déjà plus quelque part, elle avait pas mal de tension. Et donc l'idée, c'est qu'évidemment, la confusion est une excellente façon d'aider les gens à lâcher leur tension. Le moment où une personne vous dit « mais je ne sais pas où on en est là c'est le bon moment, là on peut commencer à travailler. Mais avant, il y a trop d'intellect quelque part. Et on n'aurait pas la place s'il y a trop d'intellect pour rajouter des choses. Et les mots et tout ça ne seraient pas vraiment entendus si l'intellect est trop présent. Donc on coupe un petit peu, histoire que la personne puisse être vraiment dans l'action de ce qui est en train de se passer. Donc voilà un peu pourquoi il y avait ce moment un peu de flottement, avec des silences bizarres, avec des... Le silence est une excellente façon de créer de la confusion. Je veux dire un truc très important. Non. Mais tu le sais en même temps. J'ai pas besoin de te le dire.
Et tu sais exactement pourquoi tu t'es mis à cette place-là, en plus. C'est étonnant parce que, vous savez, quelquefois, quand ça fait 1 heure qu'on parle d'hypnose, alors forcément, ça crée un truc quand même. C'est comme si ça faisait depuis 1 heure que je vous parlais de nourriture, vous auriez encore plus faim. Pour ceux qui n'ont pas mangé avant, j'imagine que c'est le cas. Mais si pendant 1 heure, je vous parlais de bons plats, de choses que vous aimez, avec les bonnes odeurs, les bons goûts, etc., sans doute qu'à l'intérieur, l'estomac qui ferait « bah ouais, mais c'est bien, on n'arrête pas d'en parler ». Mais pour l'hypnose, c'est pareil. À force de parler d'hypnose, on est limite, quelquefois, dans l'état d'hypnose. Et donc, c'est amusant. Alors, vous le voyez moins. Moi, je vois, en tout cas, ceux qui sont là devant à la lumière, en plus. Et on voit que les traits des visages commencent à changer au fur et à mesure de la séance. Et je me dis, ça serait très très drôle à un moment donné de mettre une caméra en contre-plongée, parce que pendant les séances, il y en a qui commencent à piquer un petit peu du nez comme ça. Et je me dis, mais moi, si j'étais là, je me laisserais complètement aller, en fait. Pourquoi? Parce que j'en vois qui luttent un peu comme ça, qui reviennent, qui repartent, qui reviennent, qui repartent. Ils disent, non, il faut que je suive ce qu'il dit. Je raconte n'importe quoi, de toute façon, ne vous embêtez pas. Milton Erickson aimait bien l'induction par ennui. Induction, vous savez, c'est le moment où on fait passer l'autre sous hypnose. Alors, je dis qu'il aimait bien, il l'a fait, en tout cas, quelquefois. Et parfois, il racontait que les gens venaient de super loin. Erickson, à la fin de sa vie, c'était une sommité internationale. Les gens faisaient des centaines de kilomètres pour venir le voir. Et il commençait à les ennuyer. Alors, il faut s'imaginer le type qui a fait 500 kilomètres, qui arrive devant Erickson, qui se dit « j'ai enfin ma séance ». Ça fait 6 mois qu'il attend sa séance avec Erickson, il est content et tout ça. Alors, c'était fin de vie d'Erickson. En plus, il avait l'air un petit peu... il était en chaise roulante, Erickson, à la fin de sa vie. Il souffrait beaucoup. Puis il continuait à faire beaucoup de choses. C'était un bourreau de travail. Et donc les gens, quelquefois, se disaient, est-ce qu'il est sénile, est-ce qu'il est... On ne sait pas très bien. Puis il avait des lubies comme ça, il disait, je vais vous lire un article. Donc il prenait un article et commençait à lire, puis ça ne les intéressait pas, les gens. Donc ils étaient là comme ça, et puis ils ne comprenaient pas que c'était en fait hypnotique ce qu'il faisait, mais il ne lisait pas vraiment l'article, sans doute, il parlait. Mais il parlait dans un langage qui fait que la personne avait du mal à suivre. Puis au bout d'un moment, donc, il y a des gens qui culpabilisaient de s'endormir. C'est marrant, c'est paradoxal de culpabiliser de s'endormir devant un hypnotiseur, non? C'est drôle, c'est une manière d'inverser la machine, en fait. Et donc, on imagine des gens qui sont là comme ça, ils disent, je vais 500 km, je ne vais pas dormir pendant qu'il me parle, pourquoi il me raconte son article, ça ne m'intéresse pas, et tout ça. Et bouf, au bout d'un moment, il lâche. Et donc, il faut imaginer cette personne qui se réveille peut-être une demi-heure plus tard, je ne sais pas, je suis désolé, j'ai dormi. Et là, le petit sourire malicieux d'Erickson qui faisait, mais oui, vous avez dormi, c'était le but. Et je vous ai raconté plein de choses pendant ce temps-là. Bon, ce n'était pas du sommeil, évidemment, c'était autre chose. Tu as levé la main aussi tout à l'heure, hein. Tu es prête? Je vais regarder un petit peu l'heure, et puis j'avais un petit texte que je voulais lire, parce que je le trouvais assez beau. Et en plus, ça peut être une bonne fin à... Oh, ce sera la dernière démonstration, en plus. C'est même pour conclure la métaphore de tout à l'heure, en fait. Il faut que je la retrouve maintenant, je ne sais plus où j'ai mis ça. Ah, voilà. C'est tout petit comme texte, hein. J'ai trouvé ça assez hypnotique. Alors, c'est ce que je disais, hein, il y en a plein qui m'ont envoyé des textes en trouvant des textes assez hypnotiques. Et celui-là, c'est une petite poésie. Alors, c'est traduit, donc c'est pas, je ne sais pas s'il y avait des rimes ou pas. C'est Tagore, pour ceux qui connaissent, c'est indien. Mon propre nom est une prison. Ça commence comme ça. C'est assez joli, non? Mon propre nom est une prison, où celui que j'enferme pleure. Sans cesse, je m'occupe à en élever tout autour de moi la paroi. Et tandis que de jour en jour, cette paroi grandit vers le ciel, dans l'obscurité de son ombre, je perds de vue mon être véritable. Je m'enorgueillis de cette haute paroi. Par crainte du moindre trou, je la replâtre avec de la poudre et du sable. Et pour tout le soin que je prends du nom, je perds de vue mon être véritable. C'est joli, non? Je trouve que c'est vraiment la réponse à l'hypnose. Alors lui, il est plus hypnotique dans le message. Mais c'est vrai que c'est exactement ça. C'est tout d'un coup, il y a une distorsion entre la personne et elle-même, entre le désir et puis les apprentissages, etc. En plus, je trouvais que ça concluait bien le petit échange de tout à l'heure. Tu vas bien? Oui. Tu t'appelles comment? Géraldine. Géraldine, d'accord. Je suis poisson. Tu es poisson, toi aussi? C'est vrai? Oui. Bah oui, non, mais je sais, c'était prévu. J'étais à un spectacle de mentalisme hier, vous savez, c'est assez amusant, c'est bien fait en plus à chaque fois, c'est vraiment ce côté, la personne dit un truc et tout d'un coup c'était écrit sur un bout de papier. Romain, sur le bout de papier, tu avais dit qu'il y a 2 poissons dedans? C'était marqué aussi qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Géraldine, non, c'est ça? Ouais. Non, je ne sais pas faire ça malheureusement. Mais, enfin quoique, ça dépend, mais c'est peut-être une autre manière de le faire. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir si tu devais vraiment expérimenter un truc fort, important, magique, dans le sens pas magique autour de magie, hein, dans le sens profond et intéressant?
serait justement de changer ce qui me gêne actuellement et que d'un coup, derrière la séance, ça soit extraordinaire. Ah bah ça, je peux pas te garantir un truc pareil, moi. Tu mets la pression, là, quand même. Ça va être extraordinaire après la séance, je sais pas, non, je peux pas. Non, dis-moi plus simplement, est-ce qu'il y a un truc, par exemple, que tu aimerais faire, qui pour l'instant n'est peut-être pas simple, mais que tu aimerais vraiment pouvoir faire mieux, plus facilement, plus simplement? Oui, j'aimerais savoir me concentrer. J'aimerais savoir me concentrer très facilement. Te concentrer très facilement. J'ai du mal à me concentrer et à apprendre les choses, par exemple, à les retenir. Oui. Par manque de C'est ça dont tu m'avais parlé tout à l'heure ou non? Non, mais non, ça en fait partie aussi. D'accord. Tout à l'heure, tu m'avais dit quoi exactement? Parce que au niveau des émotions, gestion des émotions. D'accord. Je suis un peu submergée par mes émotions et du coup, j'arrive pas à me concentrer. D'accord, d'accord. C'est ça le lien entre les deux. Et donc, à ton avis, la clé de tout ça, c'est quoi? C'est de mieux gérer tes émotions? C'est de mieux arriver à te concentrer? Ou, à ton avis, par quoi ça commencerait? Gérer les émotions, je pense que ça résout beaucoup de choses. Ça résout d'autres choses aussi? Oui, oui. Tu sais, souvent, on agit à un endroit, mais tout est connecté en nous. Oui. Il y a comme un lien. C'est comme on entend quelquefois un mot, il nous fait penser à des souvenirs, à des idées, à des images, à des sons, à des sensations, des odeurs, etc. Une simple idée nous emmène très très loin parfois. Et donc forcément, toi, mieux gérer tes émotions, ça serait comment? Est-ce que ça serait en avoir plus? Non, c'est les mettre au second plan. C'est les mettre au second plan, d'accord. Que ça ne m'envahisse pas. Une émotion qui pouvait t'envahir jusqu'à maintenant, c'était quoi, par exemple? Ouais. La dernière fois que c'est arrivé, c'est des angoisses, mais je ne pense pas que ce soit des... C'est pas lié à des choses précises, c'est plutôt... Si, c'est dans le rapport aux autres, donc c'est des émotions sociales. Ok. C'est celle-là que tu as le plus envie de faire passer au second plan, c'est ça? Oui. Est-ce qu'elles avaient un impact, est-ce qu'elles avaient une utilité, ces émotions-là? Si tu envoyais la partie positive de ça, ça serait quoi? Oui, c'est prendre soin des autres, enfin avoir peur de les blesser ou... Ok. Voilà. Et à ton avis, est-ce que tu pourrais garder ça? C'est-à-dire prendre soin des autres, faire attention à ne pas les blesser, tout ça, tout en gérant mieux tes émotions? J'espère, j'aimerais bien. Ça serait ça l'idéal? Oui. D'accord, donc c'est garder les aspects positifs que ça avait, et puis rajouter une autre capacité dedans? Oui. Est-ce que tu auras envie aussi de pouvoir, à nouveau, quand tu le veux, avoir des émotions vives et fortes, mais seulement quand tu le décides, et puis quelquefois, quand c'est pas utile, les mettre au second plan? D'accord. Oui. Ok. Donc l'idéal serait que ça soit très flexible tout ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la capacité de les vivre, de ne pas les vivre quand c'est pas le moment, d'être toujours dans ce que ça a apporté, d'être aussi dans d'autres choses qui sont apportées. Oui. Imagine que tu arrives à faire tout ça et à vivre tout ça. Il se passe quelques semaines, quelques mois. Est-ce qu'il y a des choses qui changent fortement dans ta vie? Oui. Oui. Tu peux me dire ce que c'est? Oui. Je serai plus fluide dans mon quotidien parce que ce que ça ne m'apporte pas, je le sais. Oui. Après, ce qui m'apporte, c'est difficile à l'expliquer. Ce qui ne m'apporte pas, c'est que ça me paralyse. Mmh. Ça m'empêche au quotidien de faire certaines choses puisque ça tourne en rond dans ma tête. D'accord. Donc, si ça s'arrête, j'arriverai à progresser et à faire des choses concrètes, se concentrer, apprendre des choses et puis gérer le quotidien. Ok, donc il y a plein de choses qui vont pouvoir être... Tu sais, je rebondis parce que tu me disais ça, j'aurais dû aussi déjà le dire tout à l'heure peut-être, mais... Évidemment, dans ce travail qu'on partage là, on va travailler sur un maximum de choses, il va se passer des choses. En même temps, ce n'est pas un travail tellement complet, c'est-à-dire qu'on passe que 20 minutes ensemble, quelque chose comme ça. Donc évidemment, ça va changer, j'espère, beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que c'est fini, ou ça ne veut pas dire que... Voilà, je n'ai pas la prétention de faire une thérapie en un quart d'heure, hein, ce n'est pas le propos. Mais débloquer une situation, faire avancer sur certaines choses. Et parfois, tu sais, le mouvement crée du mouvement. C'est l'inertie qu'on va prendre dans le mouvement, elle va nous pousser encore plus loin et parfois tout seul à explorer plein de choses. En tout cas, c'est ça l'enjeu qu'on peut trouver là. Tu as déjà fait de l'hypnose? Oui. D'accord. C'était comment? Très agréable. D'accord. En même temps, sinon, tu ne serais peut-être pas là. Exactement. Et quand tu dis très agréable, alors tu sais, chaque praticien a une façon différente de faire, puis là, l'ambiance même dans laquelle on est joue aussi, ça crée quelque chose. Et alors je vais te proposer un petit exercice tout simple. Il se peut que ce soit très différent de ce que tu as vécu, il se peut que ça soit proche. Pour moi, en fait, il n'y a pas une hypnose. Ça me fait penser à un truc, parce que c'était une réflexion que j'avais il n'y a pas très longtemps. Je lisais beaucoup de livres
là, ces derniers mois sur plein d'expériences qui sont sous hypnose, de scientifiques qui ont écrit des livres, ont fait des études, etc. Il y a un truc qui m'étonne et qui me choque à chaque fois, c'est on a mesuré l'état d'hypnose. Sauf que moi, quand je travaille avec des gens, je vois très bien que d'une personne à l'autre, c'est pas le même. Donc je me pose la question, lequel ils ont mesuré. Et on n'a jamais le protocole qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais quel état précis ils ont créé. Est-ce qu'ils ont créé un état dissociatif, associatif? Est-ce que c'était un état... Enfin, on ne sait pas. À chaque fois, il nous manque ça. Et du coup, je me dis, bah, c'est un peu compliqué, parce qu'est-ce que ça reste scientifique si on ne sait même pas si on crée la même chose pour tout le monde? Alors, par exemple, là, il y a un article paru il n'y a pas très longtemps qui dit on peut mettre quelqu'un sous hypnose et lui faire une anesthésie sans créer d'endorphine dans le corps. Et donc, l'état d'hypnose ne crée pas d'endorphine pour l'anesthésie. Très bien, c'est vrai, on peut sans doute le constater. Et en même temps, il y a une autre étude qui va dire bah, l'état d'absorption hypnotique crée automatiquement de l'endorphine dans le corps. Bon, bah, c'est intéressant, on a les deux. Mais c'est vraiment la difficulté de trouver l'état hypnotique. On ne sait pas ce que c'est l'état hypnotique. Il y a toujours des débats à savoir si c'est un état physiologique, si c'est un état social, si c'est... on ne sait pas très bien, et sans doute que c'est un mélange de tout ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est de se rappeler, pour ne pas s'enfermer dans une dimension, dans une autre, dans une définition, dans une autre, que l'hypnose est multiple. Que l'hypnose qu'on pratique là, elle n'est peut-être pas la même que celle que quelqu'un d'autre pratique. Déjà parce que chaque personne a sa vision des choses. Et imaginons par exemple que je fasse une hypnose sans mots, juste avec du contact par exemple, ou juste avec une mélodie, ou juste quelque chose comme ça. Ça serait évidemment pas le même état cérébral que si c'est un état d'exploration des ressentis du corps, etc. Ou autre chose, par exemple, si je propose à une personne, je sais pas, la régression hypnotique, par exemple, amène un état très très particulier. C'est encore très différent. Si tu as 5 ans tout d'un coup et que tu rouvres les yeux parce que tu as 5 ans et tu es en régression, et que tout d'un coup tu dis bah, où on est parce qu'à 5 ans tu sais pas où on est, bah, c'est encore un autre état de la conscience quand même. On sent bien que ça va pas être le même que l'anesthésie. C'est pas la même recherche, c'est pas la même, le corps ne réagit pas de la même façon, les pensées ne sont pas les mêmes. Donc à la fois c'est très bien qu'il y ait toutes ces études sur l'hypnose, et en même temps, moi je trouve qu'elle pose vraiment cette question-là, c'est de quoi on parle. Et tant que ça ne s'est pas défini, ça devient compliqué. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire. Hein. Je ne sais même pas si c'est de l'hypnose. Parce que tout est hypnose finalement. C'est même impossible de ne pas faire d'hypnose si on parle vraiment à quelqu'un. Un bébé de 2 ans, même pas, un bébé de 3 mois même, qui te regarde dans les yeux, c'est hypnotique, non? Il n'y a rien de plus hypnotique qu'un bébé qui vous regarde avec ses grands yeux comme ça, en train de se dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là, qui découvre un monde entier quand il vous regarde, qui est curieux, c'est super hypnotique. Les gens en général sont comme ça devant un bébé qui les regarde, c'est assez beau. Et là on pourrait passer la main devant en disant hey, plus personne. Et sans doute que ça les remet un peu en régression comme ça de la même façon. Je dis ça, mais en même temps j'ai prévenu tout à l'heure que la séance d'hypnose commençait avant qu'elle commence. Donc je ne sais pas si je suis vraiment en train de leur raconter des choses à eux ou si je suis déjà en train de préparer le terrain. Enfin, en fait, moi je le sais, mais pas toi. Mais, aussi maintenant tu le sais un peu. C'est intéressant parce qu'on sait, de l'extérieur on ne sait jamais vraiment, puis ça peut être les deux en même temps. On peut vraiment expliquer quelque chose tout en faisant plein de suggestions pour que ça soit encore plus personnel tout ça. Pourquoi je te fais ces suggestions-là? Parce que quand on a vu 2 personnes rentrer sous hypnose, on aurait tendance à vivre la même chose après, alors que ça n'a aucun sens de vivre la même chose. Il se peut que ça ressemble, il se peut que ça aille dans une autre direction. Tu vas mettre ta main contre la mienne. Et j'aimerais que tu exerces une certaine résistance contre ma main, d'accord? Comme ça. Tu pousses un petit peu comme ça. Pas trop, juste pour pas te fatiguer trop, comme ça. J'aimerais que tu sois vraiment attentive à cette résistance-là, que tu vas fermer les yeux quelques instants. Et tu vas juste imaginer que quand cette résistance va varier parfois, il va vraiment y avoir la sensation d'un accompagnement. Tu vas aussi sentir quelques tapotements sur ton épaule. Et au fur et à mesure que ces sensations vont évoluer, tout le corps va plonger dans une réaction différente, hypnotique. Et relâchez tout. Et rentrez de plus en plus dans le ressenti, dans la présence de tous les sons de la pièce, entendre chaque son, même lointain, infime, une chaise qui grince un peu, quelqu'un qui bouge, le frottement d'un pied sur la moquette, le silence parfois entre les mots. Entendre, juste écouter, être vraiment attentif au rythme, comme si cette pièce avait un rythme, comme si cet endroit dans lequel tu es a son propre rythme, sa propre mélodie. Des respirations. Tous ces mouvements autour. Y être. Être comme dans ces plusieurs endroits de la pièce qui peuvent à chaque fois receler
d'autres sensations, d'autres perceptions. Et en même temps, relâcher. Souvent, les personnes sous hypnose ont comme la capacité d'être tellement à l'écoute de leurs sensations et de leurs ressentis que parfois elles apprennent des choses sur elles-mêmes, sur leurs pensées profondes, sur certaines images mentales. Et puis parfois aussi, il y a juste un silence, un arrêt. Comme si le temps s'ouvrait, comme une parenthèse dans laquelle tu aurais tout le temps d'explorer. Et puis parfois, c'est une émotion qui arrive. Parce que quand on rentre sous hypnose, il y a cette porte ouverte vers les émotions et vers le ressenti. Mais cette émotion, elle va arriver différemment. C'est comme si une partie de toi te disait « voilà comment ça fonctionne ». Voilà comment l'émotion se dessine à l'intérieur. Notre cerveau sait tellement bien faire ça. Il a appris tellement tôt à nous créer des ressentis et des émotions. Il a appris tellement tôt à nous faire savoir quand il avait besoin de quelque chose, quand on avait la nécessité de quelque chose. Notre inconscient a très bien compris comment les émotions fonctionnaient tellement tôt. Il a appris à nous les faire ressentir pour qu'on puisse les exprimer, ces émotions-là. C'est le bébé qui pleure pour dire qu'il a besoin de quelque chose, c'est un sourire pour signifier encore autre chose. Le visage sait exprimer les émotions, les larmes montent aux yeux parfois, et parfois, le sourire monte aux oreilles. On a tous une vision différente de tout ça. Mais ton inconscient sait exactement à quoi chaque émotion peut servir. Il sait exactement comment la concentration peut servir, il sait exactement comment la tristesse ou la joie, le désir, l'envie, la mélancolie, la colère, le détachement, et plein d'autres encore. Il sait exactement comment les exprimer avec les muscles du visage. Il sait aussi exactement comment les faire ressentir dans le corps, quelle forme doit avoir telle émotion pour être identifiée. Pour que tu saches dire ça, c'est telle émotion et ça, c'est telle émotion. Là, elle est plus forte et là, elle est moins forte. Ton inconscient a toujours su faire ça et il y a comme un langage émotionnel. Mais dans l'état d'hypnose, on peut avoir la traduction de ce langage-là. L'état s'approfondit encore. Bien plus. C'est entraînant. Ça peut entraîner loin, très loin, de plus en plus loin, comme la sensation qu'il n'y a plus de limite à l'exploration, comme si tout était tellement ouvert à l'intérieur que finalement, même quand tout d'un coup c'est libre, même quand tout d'un coup c'est juste là en suspens comme quelque chose qui reste, qui bouge, qui explore, un autre mouvement se crée. Et il y a un endroit où ton inconscient a cru jusqu'à maintenant que certaines de ces émotions, que tu peux appeler angoisse ou autrement, avaient une très forte utilité. Peut-être qu'elles servaient juste à ne pas blesser, peut-être qu'elles servaient à d'autres choses aussi. J'aimerais que ton inconscient se rappelle pourquoi il a eu l'envie jusqu'à maintenant de créer autant d'émotions dans ces moments-là. J'aimerais qu'il se rappelle des raisons pour lesquelles il a fait ça. Et quand il se rappellera, la main bougera de quelques centimètres. S'en rappeler vraiment. S'en rappeler depuis l'origine jusqu'à maintenant. Avec des choses peut-être qui ont évolué entre-temps. Mais parfois, notre cerveau crée des routines. Il apprend et il reproduit. Et c'est une chose excellente que de reproduire quelque chose. Pour apprendre, pour généraliser, pour ne plus avoir besoin d'y penser. Mais parfois, il y a juste besoin de revenir dedans. Pour se réapproprier quelque chose, pour réapprendre quelque chose. Alors j'aimerais que tu imagines que cette main-là, c'est comme un levier. Si je prends ton poignet et que je monte le levier, l'émotion va monter. Mais si le bras descend,
l'émotion peut redescendre. C'est comme te rappeler que tu as toujours eu ce choix-là, que cet état il te reconnecte simplement à cette capacité-là. Une métaphore, tout simplement. Un levier. Ce sera quelque chose d'autre peut-être demain. Ce sera peut-être une autre métaphore qui te parle plus. Pour l'instant, c'est juste un bras qui monte et qui descend. Plus tard, peut-être que ça sera une simple image, ou un son qui monte ou qui descend. Comme une manière de dire à ton cerveau, là il y en a un peu trop, ou là il n'y en a pas assez. Cette émotion, je veux la décupler parce qu'elle est géniale et magnifique. Celle-ci, elle m'encombre là tout de suite. Notre cerveau est toujours à l'écoute. Il fait tout pour que ça se passe au mieux. Il a juste besoin d'indications précises. Les émotions n'ont rien de naturel, elles sont apprises, transmises. Ce qui est triste pour certaines personnes est plutôt neutre pour d'autres. Ce qui est joyeux pour certains peut être étonnant pour d'autres. Les émotions sont simplement des apprentissages. Étonnants, magiques, mais qu'on peut régler, transformer, adapter. Alors j'aimerais que ton inconscient puisse simplement t'autoriser à diminuer l'intensité de certaines émotions. Et peut-être même apprendre qu'il n'avait pas besoin de les rendre aussi fortes, qu'il peut maintenant les donner, mais de façon plus mesurée, plus agréable. C'est comme un apprentissage qui se crée, comme quelque chose qui existe depuis très longtemps, ces réglages émotionnels. Enfant, tu as appris à les régler, ces émotions, il y a très longtemps. C'est juste recréer cette capacité-là. Et quand ton inconscient l'aura, et te l'aura transmise, cette main va descendre. Le bras et la main vont descendre. Au rythme avec lequel tu apprends cette compétence-là, au rythme avec lequel tu explores, et jusqu'à ce que tout en toi sache que la prochaine fois qu'il y aura une émotion, tu pourras l'amplifier si elle est agréable, la diminuer si elle l'est moins, te concentrer après, apprendre mieux ou faire autre chose. Alors, comme ça, tout doucement, la main commence à redescendre. À ton rythme. Je me demande, en étant libre des émotions comme ça, laquelle tu vas le plus t'amuser à amplifier dans les prochains jours. J'aimerais que ton inconscient comprenne et anticipe ensuite tes désirs. Les émotions que tu veux diminuer, j'aimerais que ton inconscient comprenne pourquoi et comment. Vérifie que tu gardes tout ce qu'il y a à garder. Tu sauras toujours faire attention aux autres. Même sans ça. Peut-être même encore mieux et différemment. La main continue à descendre et l'inconscient apprend. Et le conscient apprend en même temps. Et puis à un moment donné, la main qui redescend, c'est aussi l'état d'hypnose qui se dissipe. Et quand elle sera complètement redescendue, non seulement cet apprentissage sera complètement intégré, mais en plus, l'état d'hypnose pourra simplement se dissiper, se dissoudre, pour laisser la place à une conscience totalement présente. Des idées peuvent passer, des pensées, une attention particulière. La main continue à redescendre, parfois plus lentement, parfois plus rapidement, jusqu'à ressentir que c'est le bon moment pour laisser cet apprentissage s'intégrer. Tout ça, c'est juste de l'apprentissage. C'est comme être dans cet endroit où on peut dire à notre inconscient « j'ai besoin de ça », puis ça sera mieux. S'il résiste, on doit pouvoir l'écouter, parce qu'il a sans doute une bonne raison de le faire. Si tout va vite, c'est que les éléments sont déjà en place. Alors tout se relâche. Les pensées, les idées, les sensations. Tu peux être là au présent, sentir ce fauteuil, ce tabouret plutôt. Le contact du dos, le contact des mains.
Beau voyage. Il y a une émotion que tu risques d'avoir là bientôt pour pouvoir jouer avec. Tu sais pas? Tu auras l'occasion de tester quand même, non? Je pense. Oui. Sinon, on peut créer des émotions fortes. Hein. Non, ce qui est intéressant, c'est de vraiment te dire de quoi j'ai besoin pour vérifier que c'est différent déjà, pour mettre ça en contexte, pour mettre ça en situation. Plus tôt on le fait, en général, plus on sait où on en est, plus on peut continuer à explorer tout ça. Tu auras toujours la possibilité de retrouver cet état-là. C'est-à-dire que là, en plus tu l'avais déjà vécu, là il vient de se recréer. Est-ce que tu sens que tu es au bord encore de cet état? Oui. Regarde, et tu pourras le retrouver de la même façon. Si je prends ta main comme ça, et que je la remets là, tu vas juste fermer les yeux et sentir que ça replonge immédiatement dans l'état d'hypnose. Tu pourras juste laisser ta main flotter comme ça, de cette façon-là. Si elle monte, ça s'amplifie. Ça s'amplifie de plus en plus. L'état devient plus profond et plus intense. Et si la main redescend, l'état se dissipe et la conscience revient vers le présent. Et quand la main redescend, les yeux se rouvrent. Et la conscience recommence à être à peu près là, complètement. T'as pas trop envie d'ouvrir les yeux quand même. Ah ben normalement non, c'est plutôt agréable comme état. Il y en a qui restent bloqués comme ça pendant des... Je crois que c'est une des filles de Milton Erickson qui raconte que quand elle prenait l'avion, elle se mettait en transe avec une main comme ça jusqu'au jour où ça a fait peur à certaines personnes. Bien réveillé? Je pense, un petit peu oui. Bizarre quand même, oui. Tu sais, en fait, on réveille jamais vraiment quelqu'un à l'état d'hypnose. C'est un mythe. Si je peux rester comme ça, très bien. Disons que c'est un apprentissage. Même cette métaphore de réveiller, je pense qu'elle est un petit peu fausse. Celle d'endormir et celle de réveiller. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on n'endort pas, deux, on ne réveille pas. Si on n'endort pas, c'est normal qu'on ne réveille pas. Mais c'est surtout qu'en fait, ça ne servira à rien de ramener les gens au point de départ, on les amène vers autre chose. Donc finalement, on les réveille au début, puis on les laisse comme ça après. C'est mieux comme métaphore, non? Bon, merci beaucoup. Merci. Tiens-moi au courant aussi. Oui. J'aime bien avoir des nouvelles de tout ce qui se passe. Si ça va trop bien, tu me dis, on peut refaire une séance. Bon, c'était la dernière démonstration. Il n'y en aura eu que 3 ce soir, donc désolé pour les autres personnes. Mais en même temps, j'imagine qu'il y a toujours des choses qui passent, qui circulent dans tout ça. J'espère aussi que ceux qui n'avaient pas osé lever la main tout à l'heure, mais qui après coup se sont peut-être dit « Ah, ça aurait été bien quand même », ont pris quand même des choses aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, que ça vous a peut-être amené une idée de ce que pouvait être l'hypnose. Pour ceux qui en avaient déjà une, peut-être une autre. Il y aurait plein de choses à explorer. Il y aura des cabinets publics comme ça toute l'année. Il y en a un nouveau dans 15 jours, je crois que c'est le 14 octobre, si je me souviens bien. Et on va, à partir de ce vendredi, faire quelque chose d'assez équivalent avec une autre technique, qui est l'EFT, qui est très proche de l'hypnose. Il y a peut-être des gens ici qui connaissent l'EFT. C'est Jean-Michel Guret qui animera ses cabinets publics sur l'EFT. Le premier, c'est vendredi, même heure, je crois. Voilà, ça sera un peu moins régulier, il y en aura peut-être 5-6 dans l'année, mais c'est déjà pas mal pour une première année. Et alors là, c'est plus un travail vraiment émotionnel. Hein. L'EFT est surtout connu pour le travail sur les traumatismes, sur les émotions lourdes. Donc c'est un petit peu différent, mais l'ambiance est la même, la philosophie est la même. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez ça aussi. Et puis sinon, je pense que vous pouvez revenir à un niveau conscient maintenant. Merci à tous en tout cas d'être venus ce soir, et j'espère à très bientôt.